Chahut Média. Welcome. Hi, how are you? Omran. How are you? Dans l'épisode précédent, on racontait ça. Cet automne 2023, où Chahut Média était parti en Jordanie, invité par InZone, un programme de l'Université de Genève, à donner un workshop à Azraq. Un camp construit en 2014 en plein désert et qui abrite actuellement environ 40 000 réfugiés syriens. À notre retour à Genève, on a voulu comprendre ce qu'on avait vu à travers Azraq, soit les rouages de l'humanitaire, ses apports incontestables, mais aussi ses limites évidentes. Alors, en compagnie de Davide Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale, on est allé rencontrer des spécialistes de l'humanitaire au cœur de la Genève internationale, dans le but de saisir une photographie de l'humanitaire aujourd'hui. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, durant les mois où on travaillait sur cette série, soit entre octobre et décembre 2024, c'est combien les événements allaient se précipiter dès l'entrée de Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, faisant brusquement basculer l'humanitaire dans l'inconnu. À la manière d'une archive, ce podcast raconte ce qu'était l'humanitaire avant ce cataclysme, soit de l'immédiate après-guerre jusqu'à décembre 2024. Réparer le monde. Humanitaire, doutes et défis. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Davide Rodogno. Épisode 2, de bonne foi. Vous vous souvenez d'Antonio Donini dans l'épisode précédent ? Un ancien cadre des Nations Unies, passé par le Feinstein International Center, aux commandes d'un vaste programme qui vise à comprendre comment l'action humanitaire est perçue par les gens que ce système veut aider. On débute cet épisode avec lui. On était arrivé à la conclusion que le discours humanitaire était un discours qui était à peu près universel, c'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les cultures ont des règles écrites ou non écrites sur ce qu'il est admis ou n'est pas admis de faire pendant les guerres. On ne doit pas tuer les prisonniers, on ne doit pas faire des exactions contre les populations civiles et les femmes. C'est des règles qui existent mais qui ne sont pas nécessairement respectées. Et là, ça devient plus problématique parce qu'on peut dire que les valeurs sont universelles, mais l'apparat, le dispositif, si vous voulez, n'est pas universel. Le dispositif est très occidental. C'est un dispositif qui est du Nord. Et l'histoire de l'humanitaire est une histoire qui est européenne, qui est liée aux valeurs chrétiennes, à la colonisation, à comment nous, en Europe, on voit le monde et le point de vue d'où on regarde le monde. À mon avis, on peut décrire le système actuel comme suit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'oligopole entre une vingtaine de donateurs, bailleurs de fonds occidentaux, les agences des Nations Unies et les grosses fédérations d'ONG internationales. Et dans cet oligopole, on élabore les politiques, on règle d'une certaine manière là où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Mais maintenant, on voit que cette méga-structure est perçue comme ayant perdu ou n'ayant jamais eu peut-être suffisamment de neutralité ou enfin que les racines occidentales de ce système sont de plus en plus évidentes. Le fait que 80% de l'argent qui est dépensé pour l'humanitaire par le système des Nations Unies, les ONG et le CICR est de l'argent essentiellement des pays de l'OCDE, donc du monde occidental. Le fait que les sièges des grandes agences humanitaires sont toutes dans les pays occidentaux. Le fait que jusqu'à récemment, et même encore, la plupart des grands chefs d'agences humanitaires sont des gens qui viennent des pays occidentaux, généralement des hommes aussi. Et donc, c'est perçu comme étant un club occidental qui décide ce qu'il faut faire dans mon pays qui souffre de la crise. Je veux dire, le jour où la Chine et l'Inde se réveillent, ils se disent « Ah, ben nous, on va faire pareil, on va utiliser notre soft power pour avancer nos pions en envoyant des experts et des « Ouais, ça va changer. »
L'humanitaire, tu tombes là-dedans comment ? J'ai toujours rêvé de faire l'humanitaire quand j'étais jeune. Donc mon premier stage était chez Handicap International. J'ai démarré comme stagiaire et j'y suis resté 7 ans. Thierry Agagliat, directeur exécutif chez InZone, Université de Genève. Au début, j'avais cette image un peu des MSF, donc des French Doctors. C'était l'époque des famines en Éthiopie, des We Are the World, de Kouchner. Voilà. À 27 ans, j'étais directeur régional volontaire. donc avec beaucoup de responsabilités, mais très peu d'expérience. On bricolait en fait, en termes d'outils, et on compensait par la motivation et la passion. Quand Chahut Média s'est rendu à Azrak en 2023, c'est notamment grâce et avec Thierry Agagliat. Durant le voyage retour à Amman-Genève, on avait discuté ensemble de ce qu'Antonio Donini expliquait à peine plus tôt. Les humanitaires suscitant la méfiance, tant chez les acteurs du Sud que chez ceux qui considèrent la prédominance du Nord dans l'action humanitaire comme une prolongation de politiques post-coloniales. Ainsi, l'humanitaire serait à décoloniser ? C'est une impasse aussi intellectuelle. Voilà. Parce que les acteurs du Nord, d'abord, c'est de quel Nord on parle. Aujourd'hui, un des grands acteurs du développement, c'est le Japon, par exemple, c'est un acteur du Nord. Bon. On a de plus en plus ensuite des ONG du Sud qui sont très, très puissantes et qui interviennent d'une région à une autre. Par exemple, vous avez BRAC, cette ONG bangladeshi qui intervient en Afrique. Qu'est-ce que c'est ? C'est des acteurs du Nord. Donc, ramener ça au passé colonial, c'est aussi une manière d'esquiver le vrai sujet qui, en réalité, la question d'accepter plutôt une montée en puissance, en fait, et un rééquilibrage des rapports et des compétences entre les acteurs qui sont en place et puis les nouveaux acteurs. Et dans ces nouveaux acteurs, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent du Sud. Plusieurs millions d'ONG en Inde, par exemple. Au Bangladesh, pareil. Ils sont même plus puissants que l'État. Ils ont besoin aussi, et je pense qu'ils seraient les premiers perdants, si les acteurs du Nord disaient « très bien, nous, on a terminé notre boulot, et il n'y a plus d'aide internationale ». Dans une approche typiquement humanitaire, on ne pose donc pas la question de décoloniser l'humanitaire. Plus centrale, la question de la responsabilité. En termes de droit, mais surtout d'éthique, quand on intervient dans un pays, à qui incombe finalement l'éducation, la santé, la protection des populations. Ici, pour Thierry Agagliat, les principes droits de l'homiste priment. Donc s'il y a des enfants qui vont mourir de faim en Éthiopie, aux États-Unis, on lance un clip et on fait le collecte de fonds. Moi, quand je suis arrivé sur le terrain, je ne me suis pas posé la question de est-ce que je suis légitime ? Ma première expatriation, ça a été au Népal. Et au Népal, j'ai organisé une première réunion avec des partenaires népalais nouveaux. Et notamment, dans le domaine du handicap, il y a beaucoup d'activistes. Souvent des personnes handicapées elles-mêmes, mais pas que, qui défendent les droits des personnes handicapées. Mais à l'époque, Handicap International était une ONG de médecins, comme MSF. On déployait des ateliers orthopédiques au début. Et puis ensuite, on a élargi à d'autres services, l'école, etc. Mais c'était cette position verticale du médecin au patient, quoi. Vous voyez ? Donc il y avait toujours une tension entre les personnes handicapées, qui disaient déjà à l'époque « Nothing about us without us », donc vous ne pouvez rien faire pour nous sans nous, et les professionnels qui disaient « mais c'est de ça dont vous avez besoin ». Voilà. Donc la première personne qui m'a mis dans cette situation compliquée, c'était le président d'une association de personnes handicapées à Katmandou qui m'a dit « mais vous êtes qui, vous, pour me dire ce que les personnes handicapées ont besoin ? Vous n'êtes pas handicapé ». Et ça, c'est une tension qu'on ne peut pas fondamentalement la régler parce qu'elle est insoluble. Parce qu'on a d'un côté un courant de pensée qui dit seuls ceux qui sont concernés par un problème doivent être aux manettes de la solution de ce problème. Et ça veut dire que finalement, la légitimité, elle est liée à son identité. Et puis d'un autre côté, on a ceux qui disent mais oui, mais on défend une vision d'inclusion. Donc si on est dans une inclusion, il faut accepter l'altérité. Donc ça, c'est pas eux tout seuls qui décident, c'est tout le système qui décide. Et puis il y a aussi tous ceux qui disent mais attendez, tout ça c'est un métier. Et donc en fait c'est des questions de compétences, c'est pas parce que voilà. Donc en fait la réponse elle est dans un compromis entre tout ça.
My name is Fiona Terry and I am the head of the ICRC Centre for Operational Research in headquarters in Geneva. Je m'appelle Fiona Terry et je dirige le centre de recherche opérationnelle du CICR au siège de Genève. I feel so old. In the wake of the first Gulf War, I was addicted to the J'ai commencé à travailler dans le monde humanitaire en 1991, au lendemain de la première guerre du Golfe. J'étais accro au monde de l'humanitaire. Après le nord de l'Irak, je suis allée en Somalie pendant la grande famine de 1992 et je suis arrivée à Baidoa. Ensuite, je suis allée au Rwanda, juste après le génocide, et j'y ai travaillé pendant quelques mois. Ce fut un moment important de ma trajectoire, car c'est là que nous avons soulevé de nombreuses questions éthiques sur ce que nous faisions et sur la finalité de l'aide. En 2002, sa thèse devient un ouvrage, Condemned to Repeat, The Paradox of Humanitarian Action, un essai inspiré par son expérience personnelle chez MSF, et qui examine les effets secondaires de l'intervention des organisations d'aide et la substitution de l'aide à la volonté politique. In northern Iraq, there was already the question of aid being a substitution for political will. Dans le nord de l'Irak, la question de la substitution de l'aide à la volonté politique se posait déjà. Si vous vous souvenez bien, pendant la première guerre du Golfe, les Kurdes ont été incités à se soulever contre Saddam Hussein. Ils ont ensuite subi de plein fouet les représailles de Saddam Hussein. La communauté internationale a en quelque sorte mis en place une zone d'exclusion aérienne, tandis que les réfugiés fuyaient vers la Turquie et l'Iran. Mais c'est à peu près tout ce qu'elle a fait, en injectant de l'aide humanitaire pour apaiser les Kurdes et les maintenir en place. C'était donc la première fois que l'on s'interrogeait sur le fait que l'aide humanitaire pouvait se substituer à l'action politique. Ensuite, en Somalie, la grande question était que nous devions livrer l'aide au canon, littéralement. Et nous devions toujours engager différents clans pour pouvoir aller dans les villages et distribuer l'aide humanitaire. Bien sûr, nous payions pour cette protection. Donc nous mettions de l'argent dans les mains des gens qui étaient responsables de la souffrance. Et par conséquent, nous risquions de prolonger la guerre. C'était donc une grande question pour moi. Comment pouvons-nous justifier cela? Où se situe l'équilibre entre le risque de prolonger la guerre et l'urgence de sauver des vies dans l'immédiat? I came in for MSF in about September 94. Fiona Terry. Je suis arrivée chez MSF vers le mois de septembre, alors que le génocide avait pratiquement cessé avec l'arrivée du FPR. Et tous les responsables du génocide et les civils avaient été poussés vers des camps de réfugiés en Tanzanie et au Zaïre, qui est aujourd'hui la RDC. MSF commençait déjà à ressentir un certain malaise. Nous avions suivi tous les protocoles de gestion des camps d'urgence. Nous avions maintenu les communautés ensemble pour que leur bien-être soit assuré et que leurs dirigeants soient toujours là. Et nous répondions aux besoins en nourriture et en eau, 20 litres par personne et par jour, ainsi qu'aux structures médicales. Mais des meurtres étaient perpétrés dans les camps. Et nous trouvions des corps flottants le matin. Nous découvrions que tous les Tutsis qui avaient réussi à atteindre le camp s'étaient vus retirer leur intraveineuse pendant la nuit. Le génocide se poursuivait donc réellement dans les camps. Toute une mafia contrôlait les camps. 5 sections de MSF sont alors présentes. Elles se réunissent et débattent de ce qu'elles doivent faire dans une telle situation. Tout le monde reconnaissait que c'était un problème. Mais là où nous divergions, c'était sur ce qu'il fallait faire. Certaines sections de MSF ont préféré rester un peu plus longtemps pour essayer de mettre en place une sorte de résistance humanitaire. Et MSF France a décidé que non. C'était terrible et nous contribuions à un problème encore plus grave à long terme. En décembre 1994, MSF décide de se retirer du camp. Fiona retourne en Australie et débute sa thèse. Parmi les questions qu'elle y examine, comment peut-on renoncer à aider une population au nom de cette population ?
Quelle est la responsabilité morale du personnel humanitaire à l'égard des personnes qu'il est venu aider? Et jusqu'où peut-on accepter l'inacceptable? On ne peut pas être humanitaire si on n'est pas impartial, c'est-à-dire si on ne donne pas l'assistance, la protection selon les besoins. Antonio Donini. L'indépendance et la neutralité sont des moyens pour atteindre des fins. Pour moi, la neutralité n'est pas un sine qua non. C'est quelque chose qu'on aimerait atteindre partout, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ces principes sont aussi des principes qui viennent historiquement à un certain moment et qui viennent de réflexions qui ont lieu essentiellement dans le monde occidental, en Europe, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, le problème maintenant, c'est que ces principes sont vus avec suspicion par des acteurs qui n'ont pas participé à la codification des règles, entre guillemets, de l'humanitaire. There's always been quite a controversial principle of humanitarian action, neutrality. Fiona Terry. And I was involved 20 years ago in the debate at MSF. Le principe de neutralité de l'action humanitaire a toujours été très controversé. Il y a 20 ans, j'ai participé au débat au sein de MSF. Lorsqu'après le génocide rwandais, nous nous sommes demandé ce que signifiait la neutralité. Cela signifie-t-il que nous accordons la même valeur aux auteurs et aux victimes ? Nous les mettons sur un pied d'égalité. Et comment c'est possible? Nous devons abandonner la neutralité. Nous devons prendre parti. J'y ai cru à l'époque. Mais lorsque j'ai commencé à travailler avec le CICR, j'ai réalisé que j'avais très mal compris le concept de neutralité. Il ne s'agit pas du tout d'une position morale. Il s'agit d'une position purement opérationnelle qui consiste à faire de son mieux pour rester en dehors de la mêlée politique afin de pouvoir accéder à qui l'on veut et d'éviter de donner un prétexte à un camp ou à un autre du conflit pour vous empêcher d'intervenir et de fournir de l'aide. Et je pense que la meilleure illustration de la neutralité a été la délégation du CICR pendant le génocide rwandais. Vous savez, MSF et le CICR ont travaillé ensemble dans une sorte de structure hospitalière. Et ils essayaient simplement de sauver autant de vies que possible. Chaque jour, le chef de la délégation du CICR, Philippe Gaillard, se rendait sur place. Il sortait avec son ambulance et faisait le tour pour essayer de sauver tout ce qu'il pouvait. Mais il devait ensuite repasser par ses postes de contrôle sur le chemin du retour. Et bien sûr, c'était extrêmement dangereux. Il prenait donc quelques bières à l'intérieur de son ambulance et allait s'asseoir au poste de contrôle avec la milice. Oui, les génocidaires qui ont encore le sang qui coule sur leurs machettes. Et il essayait de les persuader, sur la base d'une humanité commune, de le laisser faire passer ses patients au poste de contrôle. Bien sûr, il était horrifié et dégoûté par ce qui se passait. Il ne se sentait pas du tout neutre. Mais il a adopté une attitude qui lui permettait de ne pas agiter le doigt et de dire « C'est terrible ce que vous faites ». Cela n'aurait servi à rien. Son but était de passer le poste de contrôle et de sauver ses vies. Pour moi, cela démontre ce que nous entendons par posture opérationnelle de neutralité. Dans cet épisode, à travers ces rencontres, on a tenté de saisir les dynamiques complexes qui ont façonné l'humanitaire jusqu'à décembre 2024. Ce système, né d'un idéal de solidarité, qui s'est transformé au fil des décennies entre innovation, limites et compromis. Mais ce que nous avons exploré ici n'est qu'une partie du tableau. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre plongée dans les transformations majeures qu'a connues l'humanitaire dans la deuxième moitié du XXe siècle, jusqu'à des bouleversements qui l'ont parfois mené au seuil de la rupture, au Rwanda hier, à Gaza aujourd'hui. Réparer le monde. Humanitaire, doutes et défis. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec Davide Rodogno.